Mon mari a laissé des papiers de divorce remplis, pensant que je les supplierais. Il a pleuré comme un bébé quand j'ai déposé une demande de divorce pour de vrai. Bonjour, je m'appelle Marisa, et voici l'histoire de la façon dont mon mari m'a remis des papiers de divorce déjà remplis, pensant que j'allais pleurer et le supplier de rester. Il pensait me connaître, pensait que je m'effondrerais, pensait que j'étais trop faible pour riposter. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la maison dans laquelle il vivait, c'était la mienne, que l'entreprise dont il se moquait, je l'avais bâtie dans son dos. Et quand j'ai finalement signé ces papiers, il a pleuré plus fort que je ne l'ai jamais fait. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment un mariage se termine-t-il dans le silence, la manipulation et une enveloppe scellée sur une table de petit déjeuner? Comment une femme comme moi se fait-elle effacer par sa propre famille et parvient-elle quand même à se relever? Resteriez-vous si l'homme que vous avez épousé avait planifié sa sortie avant même de vous donner une chance de parler? C'était un de ces dimanches où le soleil filtrait juste comme il faut par la fenêtre de la cuisine, réchauffant les comptoirs que j'avais essuyés des heures auparavant. J'étais debout depuis 6 heures, préparant le rôti, coupant les légumes et disposant les serviettes en tissu que ma mère m'avait données quand je me suis marié. Elles étaient de couleur crème, brodées de mes seules initiales, car je n'ai jamais pris son nom de famille. Wendell ne l'a jamais remarqué. La maison sentait le romarin et l'ail quand Delphine est entrée, laissant derrière elle un sillage de parfums chers et de jugement. Elle a jeté un regard circulaire comme si elle inspectait une suite d'hôtels, pas la maison que je gardais impeccable chaque jour. Wendell la suivait de près, riant trop fort à quelque chose qu'elle avait dit. Ils ne m'ont même pas dit bonjour. J'ai souri comme je le faisais toujours. Le déjeuner était sur la table à 13 heures, exactement comme Delphine l'aimait. Elle s'est installée dans le fauteuil en bout de table, un fauteuil que je n'utilisais que lorsque personne d'autre n'était à la maison. Wendell s'est assis à côté d'elle. J'ai versé du thé glacé, rempli les assiettes et veillé à ce que le beurre soit mou mais pas fondu. J'ai demandé si quelqu'un voulait plus de vinaigrette. Personne n'a répondu. Alors, ai-je dit doucement, je pensais que nous pourrions peut-être tous faire un petit week-end quelque part au bord du lac. Silence. Delphine s'est tamponné la bouche avec une serviette, s'est tournée vers Wendell et a dit, tu sais, un week-end au bord du lac serait agréable. J'ai entendu dire que les chalets près de Marble Falls sont magnifiques à cette période de l'année. Wendell s'est illuminé. C'est une excellente idée, maman. Et juste comme ça, tout le monde était d'accord. Mes paroles s'étaient évanouies de la pièce comme si elles n'avaient jamais été prononcées. J'ai ri avec eux, un petit son doux qui a à peine franchi mes lèvres. Mais à l'intérieur, j'avais l'impression de me dissoudre. Ce n'était pas la première fois. Quelques mois auparavant, l'Église avait publié sa liste annuelle de donateurs. J'ai regardé le panneau d'affichage après le service du dimanche, cherchant nos noms. Wendell Hartman était listé juste dans la catégorie or, juste en dessous de ses parents. Aucune mention de moi. C'était moi qui avais signé le chèque. C'était moi qui avais fait un don à la mémoire de mon père, mais personne ne m'a rien demandé. De retour à la maison, après avoir débarrassé les assiettes, Delphine n'a pas levé le petit doigt. Je me tenais près de l'embrasure du salon pendant que Wendell et sa mère admiraient le canapé. Il était beige avec des coussins profonds, le genre de choses que l'on voit dans un catalogue. C'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui l'ai payé. C'était mon cadeau pour nous après le mariage, en utilisant l'argent que ma tante m'avait donné en lieu et place d'une fête prénuptiale. Delphine a passé sa main sur la coudoir. J'ai toujours su que ce style irait bien dans cette maison, a-t-elle dit. Contente que tu m'aies écouté, Wendell. Il a ri. Oui, maman a beaucoup de goût. Tout ce salon lui ressemble. Mon souffle s'est coupé. Je n'ai pas épousé un homme. J'ai épousé un monument à la gloire de sa mère. Pour tous les autres, j'avais le mari parfait. Il aide à la maison, disait-il. C'est un homme si gentil. Il ne voyait pas la vaisselle que je lavais, le linge que je pliais, les factures que je payais. Wendell n'avait pas cuisiné depuis notre anniversaire de mariage. C'était il y a 1 an. Et Delphine, elle se disait serviable parce qu'elle apportait du pain à la banane et réorganisait les placards de ma cuisine. Elle disait qu'elle optimisait le flux. J'avais passé des mois à l'arranger exactement comme je le voulais. Je n'ai rien dit. Et ce soir-là, après leur départ, je me suis assise à la table de la cuisine, fixant mes mains. Je ne savais pas à quel moment elles avaient commencé à trembler. J'ai frotté mon pouce contre ma paume comme si j'essayais de lisser quelque chose d'invisible.
Ma famille avait toujours dit que j'étais sensible. Étant la plus jeune, on vous dit de faire des compromis, de maintenir la paix. Que la fierté coûte cher, mais que le silence ne coûte rien. Je pouvais encore entendre la voix de ma mère, la paix vaut plus que la fierté. Mais si les deux étaient morts maintenant? Et si j'étais en train de m'étouffer avec la paix? Je me suis levé pour ranger la vaisselle, me déplaçant lentement dans la cuisine comme si mes os étaient lourds. Wendell était à l'étage en train de regarder du sport. Il n'avait pas dit un mot depuis le départ de sa mère. Je suis passé devant l'escalier et je suis allé directement dans notre chambre. La photo de mariage était toujours accrochée au-dessus de notre lit. Mon sourire sur la photo semblait faux maintenant, trop blanc, trop large. J'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet pour prendre un pull. La pièce était devenue fraîche, mais ma main a touché quelque chose de lisse, pas du tissu. C'était une enveloppe scellée, de couleur crème, sans timbre, sans adresse de retour. Je l'ai sortie et me suis assise sur le bord du lit. L'enveloppe était épaisse, lourde dans ma paume, comme si elle savait que ce qu'elle contenait allait changer quelque chose en moi. Mes doigts ont plané sur le bord, pas prêts à la déchirer mais aussi incapables de la lâcher. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il n'en avait pas besoin. Je savais déjà. Je n'ai pas ouvert cette enveloppe tout de suite. Je suis resté assise là pendant peut-être 20 minutes, la fixant comme si elle pouvait disparaître si j'attendais assez longtemps. Mais son poids reposait sur mes genoux, réel et indéniable. Finalement, j'ai passé un doigt le long du seau et je l'ai ouverte. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres. Ce n'était pas une carte. C'était une pile de pages soigneusement agrafées, une requête en divorce, rédigée, signée, datée. Son nom était là, à l'encre, Wendell Sartman, et sous, défendeur, dans un espace vide, attendait le mien, Marisa Languine. Chaque ligne était remplie, sauf les sections financières. Il n'y avait aucune note sur la maison, aucune mention des comptes bancaires, de la voiture ou de l'entreprise que j'avais bâtie en coulisses. Il avait laissé ces parties ouvertes, inachevées, comme s'il supposait qu'il les remplirait plus tard, peut-être après que je le supplie de rester. Ma respiration est restée courte tandis que je tournais page après page, me demandant depuis combien de temps cela était caché. Mon esprit a bondi à ce mardi où il était rentré inhabituellement silencieux, la fois où il était resté 3 jours sans parler après que je lui ai dit que j'avais commencé à travailler comme consultante pour une entreprise à Denver. Planifiait-il cela à ce moment-là? J'ai aplati les papiers sur mes genoux et j'ai relu l'entête. Requérant, Wendell Sartman. Requérant. Je n'ai pas ressenti de peur. Pas à ce moment-là. Juste de l'insulte. Il m'avait effacé de notre histoire avant même que je sache qu'il avait pris un stylo. Cette nuit-là, je n'ai rien dit. J'ai soigneusement replié les papiers, les ai glissés dans un dossier en manille et les ai enfermés dans le coffre-fort derrière mes livres, celui qui, pensait-il, contenait notre certificat de mariage et quelques documents de voyage. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que je trouve l'enveloppe. Ou peut-être qu'il l'espérait, et que cela me ferait peur et me réduirait à nouveau au silence. Il avait déjà utilisé le silence comme une arme. Cela avait fonctionné la première fois. Nous étions mariés depuis un peu plus de 2 ans quand je l'ai confronté sur la façon dont il me parlait devant sa mère. Il n'avait pas crié ni juré. Il ne m'avait tout simplement pas parlé pendant 3 jours entiers, s'était installé dans la chambre d'amis, avait laissé sa vaisselle sale dans l'évier et avait monté le volume de la télévision assez fort pour couvrir le bruit de mes pleurs sous la douche. Quand je me suis finalement excusé, il m'a embrassé sur le front et a dit, heureux que nous soyons revenus à la normale. C'était le scénario. Son silence, mes excuses, encore et encore. Une performance que nous avions perfectionnée. Sauf que cette fois, je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas excusé. J'ai juste préparé le dîner, fait la vaisselle et me suis couché à côté de lui comme si de rien n'était. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose s'était fissuré. Le lendemain matin, la sonnette a retenti. J'étais encore en robe de chambre, mon café à moitié fini, quand j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et vu un sac en papier brun familier sur le seuil. Des courses. L'écriture de Delphine sur la note attachée, pour riz, sans épices. Ne laisse pas Kelly en manger. Kelly, même pas mon prénom. Je suis resté là pendant 1 minute entière, le papier devenant humide dans mes mains. Les contenants à l'intérieur étaient clairement étiquetés, chacun avec un petit visage souriant qu'elle dessinait quand elle voulait paraître mignonne. Pain de viande maison. Son fameux gratin de poulet. J'avais l'habitude de prétendre que ça ne me dérangeait pas,
que c'était même gentil. Wendell est descendu en survêtement, s'est gratté le cou et a ouvert le sac. Oh, super. Elle a fait le gratin. Il l'a reniflé. Ça sent comme mon enfance. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Il a juste attrapé une fourchette, ouvert un couvercle et pris une bouchée. Toujours meilleur que le tien, a-t-il dit nonchalamment, la bouche pleine. Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté là, tenant mon café, l'écoutant gratter le fond du récipient. Plus tard dans la soirée, nous étions assis à la même table, mais à des mondes de distance. J'ai mangé les restes du sauté de la veille. Il jouait à des jeux vidéo dans le salon. Delphine l'a appelé au moins 2 fois. Il a répondu les 2 fois, souriant, hochant la tête, me jetant parfois un regard comme si je n'étais même pas réel. La maison était silencieuse, à l'exception des bruits de son jeu, des explosions, des tirs, un chaos numérique. Et je me disais encore, si cette maison brûlait demain, est-ce qu'elle me manquerait? Cette pensée m'a surprise. Non pas parce qu'elle était sombre, mais parce qu'elle semblait honnête. Les murs m'avaient autrefois semblé chaleureux, comme si j'avais versé quelque chose de moi-même en eux. La couleur de la peinture dans la salle à manger, c'est moi qui l'ai choisie. Les luminaires, je les ai choisis par un après-midi glacial de janvier, debout chez Home Depot avec un coupon et un rêve. Maintenant, ce n'était que des murs, des luminaires, des espaces que je traversais. Cette nuit-là, pendant que Wendell ronflait à côté de moi, je me suis levé, j'ai récupéré à nouveau l'enveloppe et j'ai allumé la lampe de bureau. Je l'ai lu lentement cette fois, plus attentivement, j'ai pris un crayon et j'ai encerclé les mots qui ressortaient. Requérant. Défendeur. Motif, différends irréconciliables. Irréconciliable. Il m'avait effacé de ce mariage sans me le dire parce qu'il pensait que je ne réagirais pas, mais je n'avais plus peur. Je n'étais plus la femme qui pleurait sous la douche. J'étais autre chose maintenant, quelque chose de plus silencieux, de plus fort. J'ai remis le dossier dans le coffre-fort, je l'ai fermé et j'ai tourné la molette. Pas encore. Mais bientôt. Le lendemain matin, je me suis brossé les cheveux devant le miroir, celui avec le coin fissuré. Je ne l'avais pas encore remplacé. J'ai regardé mon reflet et j'ai murmuré, tu me voulais silencieuse. Tu l'as eu. Mais ne confonds pas silencieuse avec faible. Mon téléphone a vibré. Un message de Delphine. Tu aurais vraiment dû apprendre maintenant, ma chérie. Pas de contexte, pas de salutation, juste ça. J'ai souri. Pas un sourire doux, pas un sourire poli, un sourire dangereux. Si je devais partir, je devais être intelligente et invisible. Mais alors que j'étais assise sur le canapé ce mercredi soir, les lumières tamisées et la pièce enveloppée de ce silence épais que j'avais appris à reconnaître comme normal, une douleur familière s'est insinuée. Pas de la peur, pas de l'hésitation, de la solitude. Le genre de solitude qui vous fait chercher une voix qui a autrefois semblé être un foyer, même si elle n'a pas sonné comme telle depuis des années. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts. Mon pouce s'est arrêté sur Isolda, ma sœur aînée, la responsable, l'enfant prodige, celle qui avait toujours les meilleures notes et qui avait épousé un dentiste qui jouait au golf et appelait notre mère tous les dimanches sans faute. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois. Pas vraiment. Nous avions échangé des cartes de Noël. Elle m'avait envoyé une photo de ses enfants dans des pulls assortis. J'avais aimé la publication. C'était tout. Pourtant, j'ai appuyé sur appeler. Elle a décroché après la 3e sonnerie. Salut, Marie, a-t-elle dit, l'air distrait. Salut, je me demandais juste si tu avais une minute, ai-je dit. Une pause. J'ai entendu un bruit de vaisselle en arrière-plan. C'est encore à propos de Wendell, a-t-elle demandé. J'ai dégluti. Oui, j'avais juste besoin de parler. Isolda a soupiré. Marie, je ne peux vraiment pas. J'ai eu une longue journée, et honnêtement, peut-être que tu devrais essayer d'écrire dans un journal ou quelque chose comme ça. Je suis désolé, d'accord? Mais je ne peux pas être ta thérapeute à chaque fois que toi et Wendell avez une dispute. Tu l'as épousé. Tu as choisi ça. La ligne a été coupée avant que je puisse répondre. Je suis restée assise là, à regarder mon téléphone. L'écran brillait encore avec son nom. Mes mains n'ont pas tremblé. Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose s'est installé dans ma poitrine, dense et silencieux. Le genre de douleur qui ne crie pas. Elle reste juste là comme un vieux manteau que vous aviez oublié qu'il était lourd.
Je me suis penché en arrière et j'ai fermé les yeux. Et tout à coup, j'avais de nouveau 10 ans, assise à la table du dîner à Garland pendant qu'Isolda montrait son bulletin de notes. Ma mère la regardait, rayonnante, la voix empreinte de fierté. 4A et 1 B+ en maths. C'est ma fille. J'ai tendu la main vers un petit pain. Mon père a dit, passe le beurre, Marie. Personne ne m'a demandé comment s'était passée ma journée à l'école. J'ai débarrassé les assiettes après le dessert, écoutant Isolda rire de la pièce de théâtre dans laquelle elle jouait. J'avais auditionné, moi aussi. Je n'avais même pas été rappelé. Tu es meilleur pour soutenir les autres, bébé, m'avait murmuré ma mère une fois, en me tapotant la main. Tout le monde n'a pas besoin d'être sous les feux de la rampe. Ce n'était pas cruel, juste factuel, comme la gravité. Même maintenant, quand je rentrais à la maison, j'étais toujours celle qui s'énerve trop, la sœur émotive, celle qui a juste besoin de laisser les choses aller. Je me suis levé et je suis allé à la cuisine, allumant la lumière. L'ampoule bourdonnait. J'ai rempli la bouilloire et l'ai mise à chauffer, puis j'ai sorti ma tasse préférée, la bleue avec le bord ébréché. Wendell détestait cette tasse. Il disait qu'elle avait l'air bas de gamme. J'ai versé le thé, me suis assise à la table et j'ai regardé la vapeur. Le siège en face de moi était vide. Il l'était depuis un certain temps. Je m'étais habitué à ne parler à personne. Mais ce soir, le silence avait des arêtes. J'ai déverrouillé à nouveau mon téléphone et j'ai tapé un message à ma mère, je viens d'avoir une journée difficile. Je voulais entendre ta voix. Mon doigt a plané au-dessus du bouton envoyer. Je l'ai fixé, puis j'ai appuyé sur la touche retour arrière jusqu'à ce que l'écran soit vide. Elle ne comprendrait pas. Elle ne l'avait jamais fait. Son dernier message vocal était toujours dans ma boîte de réception. Je l'ai écouté. Le mariage de ta sœur fonctionne parce qu'elle laisse les choses aller. Ne sois pas si intense, bébé. Essaie de profiter de la vie que tu as. Profiter de la vie que j'ai. Wendell ne m'avait pas parlé de manière significative depuis des semaines. Il vivait dans la même maison mais occupait une orbite distincte. Il laissait des dégâts à nettoyer, répondait aux questions par des haussements d'épaules et communiquait plus avec Delphine qu'avec moi. Et ma mère pensait que je devais être reconnaissante. C'était le scénario avec lequel j'avais été élevé. Garder les choses paisibles. Ne pas faire de bruit. Sourire même quand on étouffe. J'ai posé le téléphone et j'ai pris un stylo. J'ai ouvert le carnet que je gardais dans le tiroir, celui que j'utilisais habituellement pour les listes de courses et les recettes. Cette fois, j'ai tourné à une page blanche et j'ai commencé à écrire. Aucun secours ne viendra, pas de cavalerie. Je suis mon propre secours. J'ai fait une pause. J'ai laissé les mots s'installer. Puis j'ai continué. Je lui ai trouvé des excuses pendant des années, je l'ai couvert, je me suis menti à moi-même et aux autres. J'ai protégé son image pendant que la mienne s'effritait. Plus maintenant. J'ai tracé une ligne sur la page et j'ai écrit en dessous. À partir de maintenant, je joue la stupide, mais je ne le suis pas. Je disparais en premier. Puis je contre-attaque. Ce n'était pas de la colère. C'était de la clarté. J'ai fermé le carnet, l'ai glissé dans le tiroir et je suis retourné dans le salon. Le thé était devenu froid, mais je l'ai bu quand même. De l'autre côté de la pièce, la télévision bourdonnait faiblement. Wendell s'était de nouveau endormi sur le canapé, la bouche ouverte, la manette toujours à la main. Je l'ai regardé, non pas avec haine, mais avec le genre de détachement que l'on accorde à un étranger dans un bus. Et puis je suis retourné dans la chambre, j'ai ouvert le petit classeur du placard et j'en ai sorti un morceau de papier plié. Les bords étaient usés d'avoir été ouverts et repliés trop de fois. En haut, de mon écriture, il y avait les mots « personnes qui ne seront pas prévenues ». J'ai pris le stylo et j'ai barré son propre nom. Wendell n'était pas seulement un mauvais mari. C'était un homme qui se préparait à la guerre sans me le dire. Cette prise de conscience ne m'a pas giflé. Elle s'est infiltrée lentement, comme de l'eau sous une porte verrouillée. Silencieuse, constante. 2 nuits plus tard, je dépoussiérais les plaintes de notre chambre, quelque chose que je faisais habituellement le samedi, mais nous n'étions que jeudi. Je n'essayais pas de nettoyer. J'essayais de ne pas penser. C'est alors que j'ai soulevé le cache-sommier et que je l'ai vu, une petite boîte à chaussures usées que je ne reconnaissais pas. Elle ne payait pas de mine. Pas d'étiquette, pas de serrure,
juste un vieux couvercle maintenu par un élastique qui avait connu des jours meilleurs. Je l'ai sorti doucement, en faisant attention de ne pas déranger le cadre du lit. Je me suis assise en tailleur sur le tapis et j'ai pris une inspiration avant de soulever le couvercle. À l'intérieur se trouvait un dossier en manille intitulé « Plan B ». Mon sang s'est glacé. Mon nom n'était même pas encore dans le dossier, mais je savais. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient des documents de divorce finalisés. La signature de Wendell en bas, datée d'il y a 5 mois. 5 mois. Cela devait correspondre à peu près au moment où on m'avait offert ce poste de consultante à Denver. Il avait tout rempli. Son nom était à l'encre, les documents notariés. Mais le mien, ma ligne de signature était laissée en blanc comme une invitation. Derrière les formulaires se trouvait une liste de contrôle manuscrite, une vraie sur du papier ligné. Son écriture était carrée, précipitée. Déménager. Prendre le camion. Appeler maman. Transférer les économies, urgence seulement. Louer un appartement temporaire. La laisser se calmer. Elle reviendra. Il avait toute une stratégie de repli pour notre mariage. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était de la logistique. Et la logistique signifiait l'intention. Je suis restée assise là pendant plusieurs minutes, à regarder cette liste. Mes genoux me faisaient mal d'être agenouillé, mais je n'ai pas bougé. Finalement, j'ai tout remis dans la boîte, je l'ai poussé plus profondément sous le lit, les recouverte d'un de ces vieux sweats d'université, et je suis allé dans la salle de bain. Wendell était dans la cuisine en train de se faire des œufs. J'ai entendu la poêle gratter sur la plaque de cuisson. Il fredonnait comme s'il n'avait pas juste essayé de faire disparaître sa propre femme de sa propre vie. Quand je suis entré, il a levé les yeux et a montré les œufs du doigt. « Tu en veux ? J'ai fait les tiens comme tu les aimes. Pas de jaune coulant. » J'ai forcé un sourire et j'ai secoué la tête. Je suis bien comme ça. Il a haussé les épaules, a mis les œufs dans une assiette et est allé dans le salon. « Tu es sûr que tu n'es pas contrarié par quelque chose ?» a-t-il demandé, les yeux toujours fixés sur la télévision. Tu as été un peu silencieuse. Je suis resté derrière lui un instant de trop, puis je me suis tourné pour remplir ma tasse de café. Juste fatigué. D'accord. Il n'a pas insisté. Il ne le faisait jamais. Wendell n'aimait pas la confrontation à moins de la contrôler. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré avec un message de Delphine. Il est apparu alors que je transférais le linge de la machine à laver au sèche-linge. Dîner du dimanche à 17h, garçon seulement. C'est tout. Pas de « salut », pas de contexte, juste ça. J'ai ouvert la discussion de groupe et j'ai senti mon estomac se nouer. Je n'en faisais plus partie. Le groupe familial, celui avec les plans de vacances, les mises à jour, les photos de bébés avaient disparu de ma liste. Je les cherchais. Rien. Mon nom avait été supprimé. Ça n'a pas fait aussi mal que je m'y attendais. Ça a juste confirmé les choses. Validé ce que je savais déjà. J'étais en train d'être mise au rebut comme un vieux meuble. Déménager en silence. Pas de rupture bruyante. Juste le silence. Un lent effacement. J'ai fait défiler les journaux de discussion qui étaient encore sauvegardés sur mon téléphone. Mon anniversaire, ignoré. Le texto de remerciement que j'ai envoyé après avoir organisé le barbecue du mois dernier, sans réponse. Les fleurs que j'ai envoyées lorsque la nièce de Wendell a eu son récital de danse, aucun accusé de réception. Je me suis assise sur le sol de la buanderie et j'ai laissé mes bras pendre mollement. Plus tard dans la nuit, Wendell et moi étions allongés dans le lit, dos à dos comme des étrangers dans un vol de nuit. La pièce était sombre, à l'exception de la faible lueur bleue de son téléphone. Il tapait tranquillement, Harry sous cap une fois, puis il a chuchoté. Je n'ai pas pu distinguer chaque mot, mais j'en ai entendu assez. Elle perd la tête, maman ? Non, laisse-lui juste du temps. Je gère la situation. Oui, elle est émotive comme d'habitude. Puis le silence. Je me suis tourné vers le mur, essayant de ralentir ma respiration. Ma gorge s'est serrée. Pas à cause des larmes, celle-ci s'était tarie il y a 2 disputes, mais à cause de la fureur. Une fureur froide et concentrée. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet et j'ai tapé ce dont je me souvenais dans une note. Elle perd la tête, maman. Laisse-lui juste du temps. Émotive comme d'habitude. Je l'ai intitulée « Documentation ».
Le lendemain matin, pendant que Wendell partait à la salle de sport, je me suis assise à la table de la salle à manger avec mon ordinateur portable ouvert. Mon thé a refroidi pendant que je plongeais dans des blogs juridiques, des forums de conseils et des témoignages de femmes qui avaient été là où j'étais. J'ai commencé un nouveau document intitulé « Préparation ». Premier point, engager un avocat. Deuxième, déplacer mes économies. Troisième, faire des copies de tout. Quatrième, agir normalement. Note finale, ne pas confronter pour l'instant. J'étais encore en train de lire quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Wendell est entré en fredonnant à nouveau, a laissé tomber ses clés sur le comptoir et m'a embrassé sur la joue. « Tu es levé tôt. » J'ai souri. J'avais envie de nettoyer. Il a hoché la tête, s'est dirigé vers le salon et a allumé la télévision. ESPN. Bien sûr. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai nettoyé la vaisselle que je n'avais pas utilisée et je suis allé dans la chambre. Mon corps bougeait par habitude, mais mon esprit était ailleurs. Le coffre-fort était toujours derrière le panneau du placard. Je l'ai vérifié à nouveau, non pas parce que je ne me faisais pas confiance, mais parce que je voulais sentir le clic de la molette une fois de plus, comme un rituel. J'ai touché à nouveau le dossier en manille, non pas pour le lire, juste pour sentir sa présence, pour me rappeler ce qui avait déjà été mis en marche. Quand j'ai rouvert mon ordinateur portable plus tard dans la nuit, je n'ai pas cherché de conseils. Je savais ce que j'avais à faire. J'ai ouvert un navigateur privé et j'ai tapé lentement « Meilleure avocate en divorce à Austin ». Discrète. J'ai appuyé sur Entrée, et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu mon propre reflet sur l'écran, et il n'avait plus l'air flou. Je n'avais pas besoin d'élever la voix. J'avais juste besoin d'écrire mon nom là où ça comptait. Et ce matin-là, j'ai presque ri de la perfection avec laquelle il m'avait tendu le stylo. Le samedi a commencé comme n'importe quel autre dans notre maison. Wendell sifflotait dans la cuisine, un air que je ne reconnaissais pas. Quelque chose d'enjoué, probablement tiré d'une publicité pour une voiture. Il cuisinait rarement, mais aujourd'hui il jouait le jeu. Des œufs sur le feu, du bacon qui grésillait, une deuxième tasse de café déjà posée sur la table avant même que je n'entre. « Tu es levé tôt », a-t-il dit en souriant. « De grands projets aujourd'hui. » Je me suis assise lentement, scrutant la table. Il avait même disposé une serviette en tissu et l'avait pliée en triangle, comme si nous étions dans un de ces restaurants qui se veulent chic. C'était presque charmant. Presque. Pas de projet, ai-je répondu. Juste rattraper quelques courses. Il a hoché la tête, a fait glisser une assiette vers moi et s'est assis en face. Bien. J'ai fait tes œufs bien cuits, pas coulants. J'ai pris une gorgée de café. Il avait exactement le même goût que celui que je préparais chaque matin. Il avait dû simplement le verser. Puis, sans prévenir, il a tendu la main vers un tiroir derrière lui, en a sorti une fine enveloppe et l'a posée à côté de ma fourchette. Sans pression, a-t-il dit de cette voix légère qu'il utilisait quand il voulait être enjoué mais ne pouvait cacher le sous-entendu. Juste au cas où. J'ai fixé l'enveloppe. Elle était impeccable, scellée, sans tache sur le rabat, sans coin corné. Ce qu'elle contenait avait été manipulé avec soin, délibérément. Je ne l'ai pas ouverte. Au lieu de cela, je l'ai regardée et j'ai dit « merci ». Il a cligné des yeux, un peu déconcerté par mon manque de réaction, mais l'a masqué par un petit rire. Tu vois ? Je savais que tu comprendrais. J'aime juste être préparé, c'est tout. Préparé. L'homme qui ne pouvait pas régler une alarme, qui avait besoin de rappel pour payer la facture d'électricité, qui ne savait pas où nous gardions les dossiers fiscaux, était assez préparé pour avoir des papiers de divorce rédigés, signés et offerts comme un cadeau de fête. J'ai pris l'enveloppe, l'ai mise dans mon sac à main à côté de mes clés, l'ai fermée et j'ai pris une autre bouchée de toast. Je regarderai plus tard, ai-je dit, sans le regarder dans les yeux. Il s'est penché en arrière dans sa chaise, a croisé les bras derrière sa tête comme s'il avait gagné quelque chose. Pas de précipitation. Tu ne vas nulle part. C'est ce qu'il pensait. Nous avons terminé le petit déjeuner comme deux acteurs dans une scène à laquelle aucun de nous ne croyait. Il a commenté la météo. J'ai hoché la tête. Il a ri d'un mème sur son téléphone. J'ai souri poliment. Quand j'ai débarrassé la table, il m'a remercié, et quand je lui ai tourné le dos, je savais qu'il regardait, attendant qu'une fissure apparaisse, mais je ne lui ai rien donné. Ce soir-là, je me tenais à l'évier de la cuisine en rinçant la vaisselle pendant qu'il regardait la télévision.
Le même bruit, les mêmes chaînes, le même creux dans le coussin du canapé où il s'asseyait toujours. J'ai séché mes mains, suis allé dans le salon et suis resté silencieuse jusqu'à ce qu'il lève les yeux. Wendell, ai-je dit, en gardant un ton calme. Si jamais tu soumets réellement ces papiers, assure-toi d'être prêt pour ce qui vient avec. Il avait l'air amusé, pas menacé. Quoi? Tu vas prendre le canapé? Je n'ai pas cligné des yeux. Assure-toi juste de comprendre ce que tu proposes avant de le remettre. Il a ri, secouant la tête comme si j'étais une enfant qui jouait à faire semblant. Tu ne feras rien. Tu aimes la vie que je te laisse avoir. Que je te laisse avoir. J'ai hoché lentement la tête et je suis parti, sans dire un mot de plus. Je n'avais pas besoin d'argumenter. Il pensait tenir la laisse. Il n'avait pas remarqué que je l'avais déjà enlevé. Cette nuit-là, après qu'il soit allé se coucher, j'ai ouvert mon carnet, celui que je gardais caché derrière les livres de cuisine dans le garde-manger. J'ai parcouru des pages remplies de registres, de dates, de conversations et de captures d'écran. J'ai ajouté une nouvelle entrée en haut, 6/5. Reçu nouvelle enveloppe, signée, datée. L'ai vu la remettre, confirmer ses intentions. Je l'ai classée avec le reste, j'ai fermé le carnet et je l'ai étiqueté avec un autocollant rouge. Puis je me suis assise devant le miroir, en me brossant les cheveux, comme toujours. J'ai regardé mes propres yeux et j'ai murmuré, c'est la dernière fois que tu te permets de jouer petit. Je me suis souvenu de quelque chose alors, une conversation d'il y a 3 ans. La première vraie fissure. Nous étions mariés depuis un peu plus de 2 ans. J'avais essayé une nouvelle recette, quelque chose qui m'enthousiasmait, un plat de pâtes que j'avais vu dans une émission de cuisine. Wendell était entré, avait pris une bouchée et avait fait la grimace. C'est sur ça que tu as travaillé tout l'après-midi? J'ai souri nerveusement. Je sais que c'est différent, mais je pensais. Tu as de la chance que je supporte tout ça, Marie. C'était le moment. Non pas à cause de ce qu'il a dit, mais de la façon dont il l'a dit comme s'il le croyait, comme s'il le pensait vraiment. Tu as de la chance que je te supporte. Depuis lors, chaque désaccord, chaque fois qu'il m'a rabaissé, méprisé mes pensées, ignoré mes efforts, tout remontait à ce moment. Cette conviction qu'il me faisait une faveur en restant marié avec moi. Je savais mieux maintenant. Il pensait que j'étais trop attachée, trop effrayée, trop dépendante. Mais la peur et la dépendance ne sont pas la même chose. L'une est une chaîne, l'autre, un choix. Et j'en avais fini de choisir cela. J'ai ouvert le tiroir à côté du bureau et j'ai sorti le dossier que j'avais constitué. À l'intérieur se trouvaient des documents, des lettres, des copies de l'acte de propriété et des dossiers financiers, tous soigneusement organisés. J'ai pris un stylo et j'ai ajouté une nouvelle note sur la couverture, il a escaladé le premier. Je l'ai prévenu. La prochaine fois, je ne préviens pas. Alors la vengeance n'a pas besoin de feu d'artifice, juste d'une signature sur la bonne ligne. Et cette signature, à l'encre bleue épaisse au bas de la page 4, était la mienne. Légalement solide, à toute épreuve. 5 ans de performance conjugale, défait par une ligne que j'avais pratiquée 1000 fois dans ma tête mais signée une seule fois. 3 jours après que Wendell m'a remis cette enveloppe autour d'un plat d'œufs, j'étais assise au coin repas, sirotant mon café, attendant qu'on frappe. Il était à sa place habituelle sur le canapé, regardant à moitié une rediffusion d'un match qu'il avait déjà vu 2 fois. Quand la sonnette a retenti, il a à peine réagi. « Va ouvrir, chérie », a-t-il lancé. J'étais déjà debout. Dehors se tenait un homme en veste marine tenant un porte-bloc et une enveloppe. Son badge indiquait « Huissier de justice, comté de Trévis ». J'ai ouvert la porte sans un mot. « Madame Nuan » a-t-il demandé, calme, professionnel. « Oui. » Il m'a tendu l'enveloppe. « Document pour Monsieur Wendell Hartman. » Je me suis légèrement tourné. Il est dans le salon. L'homme est entré, a hoché la tête poliment et a dit d'une voix juste assez forte pour que nous l'entendions tous les deux, « Monsieur Hartman, vous êtes signifié. » Wendell s'est retourné, surpris. « Quoi ?» Il s'est levé, a pris l'enveloppe et l'a ouverte sur le champ. « C'est quoi ce bordel ?» Un avis d'expulsion accompagné d'un titre de propriété, ai-je dit. Il a parcouru les documents, les sourcils se haussant à mesure que la réalité s'installait. « Cette maison est à ton nom ?» J'ai hoché la tête. « Et ce n'est pas un bien communautaire. Je l'ai acheté avant notre mariage, sous une LLC. » Sa bouche est restée bée, sans voix pour la première fois depuis des semaines.
Laisse-moi deviner, ai-je continué. Tu pensais qu'on allait tout partager, que parce qu'on était mariés, ça devenait automatiquement à toi aussi. Tu n'as jamais demandé. Tu as juste supposé. Il a laissé tomber les papiers sur la table basse. Tu me mets à la porte? Non, ai-je dit calmement. C'est la loi qui le fait. Cet après-midi-là, pendant qu'il était assis dans la chambre à faire les 100 pas et à appeler des gens qui ne répondaient pas, je me suis versé une autre tasse de thé et j'ai ouvert les rideaux. Il faisait beau, une brise inhabituelle pour Austin. J'avais les fenêtres ouvertes, et le vent portait le son des tondeuses à gazon et des chants d'oiseaux. Et pendant un instant, j'ai laissé cela m'envahir comme une musique de fond pour une vie que je n'avais pas encore vécue. Vers 15 heures, Delphine est arrivée. Je n'ai même pas entendu sa voiture arriver, juste le bruit de la porte d'entrée qui claque et la voix inimitable de quelqu'un qui a l'habitude d'être entendu. « Tu as perdu la tête » a-t-elle crié, ses talons claquant sur le carrelage alors qu'elle entrait en trombe. Je suis resté assise à l'îlot de cuisine, calme, prête. « C'est notre maison de famille » a-t-elle aboyé. « Tu penses que tu peux simplement effacer l'histoire avec un document ?» J'ai soutenu son regard sans ciller. « Ce n'est pas de l'histoire. C'est une propriété, et elle est à moi. » Wendell a grandi ici. Non, ai-je corrigé. Wendell a vécu ici après que je l'ai acheté avant notre mariage. Il n'a pas mis un seul centime. J'ai géré la compte, l'hypothèque, les impôts au tout. La maison était dans une holding LLC à mon nom avant même qu'il n'emménage. Le titre est clair. Les registres sont publics. Delphine a plissé les yeux. Tu penses vraiment que ça te fera bien voir au tribunal? Je ne suis pas ici pour le tribunal. Je suis ici pour la vérité. Elle a ricané. Tu vas ruiner ton propre mari? Non, ai-je répondu en me levant lentement. Il s'est ruiné tout seul. Je ne fais que le constater. Elle a rouvert la bouche, mais je ne lui en ai pas laissé le temps. Vous avez tous les deux 72 heures pour quitter les lieux. L'huissier a été clair. Vous pouvez crier tout ce que vous voulez, mais à moins que vous ne vouliez un officier à votre porte, je vous suggère d'utiliser ce temps judicieusement. Elle est restée là, tremblante de fureur mais sans bouger. J'ai toujours su que tu étais ingrate, a-t-elle sifflé. Toutes ces années, j'ai essayé de t'accueillir, et c'est comme ça que tu nous remercies. Vous avez essayé de me contrôler, ai-je dit doucement. Il y a une différence. Elle n'a plus parlé après ça. Elle s'est retournée et est sortie, claquant la porte plus fort que nécessaire. Wendell n'est pas sorti de la chambre avant le dîner. Il ne m'a pas parlé, il est juste resté dans le couloir, tenant l'avis d'expulsion, le relisant comme s'il s'attendait à ce que les mots changent. Je n'ai rien dit. Que restait-il à dire? Plus tard dans la nuit, je me suis assise sur le porche arrière avec une tasse de thé, de la même manière qu'il y a 4 ans. Je me souvenais clairement de cette nuit-là. Des lucioles clignotaient contre les haies. L'air sentait l'herbe coupée et le chèvrefeuille. Wendell m'avait apporté une couverture et m'avait embrassé le sommet de la tête. C'était calme, et à ce moment-là, j'ai pensé que je pourrais l'aimer pour toujours. C'était la dernière fois que cette maison m'avait semblé mienne. Tout ce qui a suivi n'avait été que performance, un mariage construit sur des prétextes, des excuses et des échymoses invisibles. Maintenant, ce n'était plus qu'une structure. J'avais déjà déménagé émotionnellement il y a des années. Le dimanche matin, des déménageurs sont arrivés conformément au protocole. Je suis resté à l'étage pendant qu'ils travaillaient. La maison s'est remplie du bruit des cartons scotchés, des tiroirs vidés et des soupirs dramatiques de Delphine qui résonnaient dans le couloir. À midi, je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai regardé dehors. 2 sacs de sport étaient posés sur la pelouse, côte à côte, les seules choses que Wendell et Delphine pouvaient emporter qui n'étaient pas contestées. Ils se tenaient près du trottoir, téléphone à la main, criant sur quelqu'un, probablement son avocat, s'il en avait un. Elle était assise sur les marches, s'éventant avec un magazine, des larmes striant son maquillage. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je ne suis pas descendu. J'ai juste fermé les stores. Et dans ce silence, j'ai pensé, il croyait me posséder. Il ne possédait même pas le sol sur lequel il se tenait. 2 semaines se sont écoulées depuis qu'ils ont traîné leur sac hors de mon porche. Je n'ai pas eu de nouvelles de Wendell, je n'ai pas vu Delphine garée dehors dans son VUS blanc, et je n'ai reçu aucun de ces textos culpabilisants qu'elle avait l'habitude d'envoyer, la famille, c'est pour toujours, où aucun mariage ne survit à la fierté. Le silence me convenait.
J'ai passé ces jours à me réapproprier l'espace. J'ai déplacé les meubles, peint la chambre d'amis, rempoté les plantes que Delphine insistait à qualifier de « trop grandes pour ce coin », et j'ai laissé entrer plus de lumière. Mais le vrai changement n'était pas dans la maison. C'était dans le monde extérieur en ligne. Tout a commencé par une notification, Maven House Official a été identifié dans une vidéo réelle virale. J'ai tapé dessus distraitement, m'attendant à un autre chef amateur ou blogueur de design. Mais ce n'était pas juste une mention. C'était moi. La vidéo commençait par un diaporama de l'ouverture de boîtes d'ustensiles de cuisine Maven House, des poêles noires mates et élégantes, des ustensiles minimalistes, des emballages avec des citations sur la reconquête de l'indépendance en cuisine. Mais ce n'est pas le produit qui a attiré l'attention. C'était le titre, La vraie femme derrière Maven House. En dessous, mon nom complet, Marisa L. Nguyen, fondatrice et PDG. J'ai laissé tomber mon téléphone. C'était devenu viral du jour au lendemain. Des milliers de j'aime, de partages et de republications de femmes disant « Enfin, quelqu'un a construit quelque chose pour nous ». Des mères célibataires, des femmes divorcées, des femmes qui en avaient assez qu'on leur dise que la cuisine était leur devoir au lieu de leur droit de se nourrir. Et puis il y avait Wendell. J'ai découvert ce qu'il en pensait quand Loretta m'a envoyé une capture d'écran. Son statut Facebook disait « Certaines personnes construisent leurs empires sur la manipulation. Ne croyez pas tout ce que vous lisez. » Pas de nom, bien sûr. La lâcheté est rarement aussi directe, mais les commentaires se sont accumulés. Delphine en avait un aussi. Une belle image de marque ne signifie pas un bon caractère. Parfois, la pourriture est sous le vernis. Tante Marine a aimé la publication. Jim, le collègue de Wendell, aussi. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas respiré lourdement. Mais Loretta, elle a fait ce que font les meilleurs amis. 2 jours plus tard, une journaliste d'un magazine de style de vie m'a envoyé un courriel. Nous faisons un suivi sur l'article de Maven House, écrivait-elle. Il y a eu quelques publications anonymes remettant en question l'intégrité de la fondatrice. Souhaitez-vous commenter? Je n'ai pas répondu. Loretta l'a fait. Elle a transmis tous les documents que j'avais compilés, l'acte de propriété de la maison, seul propriétaire, moi, l'enregistrement de l'entreprise, établi un an complet avant que j'épouse Wendell, des captures d'écran de textos où Wendell se moquait de mes premiers designs de produits, les qualifiant une fois de « fantasmes de femmes au foyer ». Elle a inclus un de Delphine aussi, quand elle m'avait texté que « les vraies femmes cuisinent sans les coups d'éclat d'Instagram ». À la fin de la semaine, l'article de suivi a été mis en ligne, elle l'a bâti sans eux, comment l'entreprise d'une femme a mieux survécu à son divorce que son mari. Il citait le post de Wendell mot pour mot. Puis il exposait les faits. Marisa Nguyen est la seule propriétaire enregistrée de Maven House LLC, déposée indépendamment avant son mariage. Les registres ne montrent aucune preuve de partenariat ou de cofondation avec M. Wendell Hartman. Il n'a pas eu besoin de le traîner dans la boue. Les faits s'en sont chargés très bien. La section des commentaires s'est retournée. Les gens ont commencé à poster des citations côte à côte, Wendell disant « Elle cuisine comme ma mère », à côté de mon slogan de campagne pour « Les femmes qui en ont assez de servir des gens qui ne les voient pas ». La publication de Delphine a discrètement disparu. Celle de Wendell aussi. Mais un autre courriel a atterri dans ma boîte de réception. Objet, un plaidoyer personnel. C'était de Delphine. Marisa, je sais que nous avons une eau différente, mais cela devient incontrôlable. Les médias dépeignent Wendell comme un échec. Tu sais que ce n'est pas juste. Quel que soit le succès que tu as eu, c'est grâce à l'environnement que nous lui avons donné. La stabilité. Ne peux-tu pas partager un peu pour son bien? Je l'ai fixé. J'ai relu la ligne, c'est grâce à l'environnement que nous lui avons donné. Comme si j'étais une plante qui avait germé dans leur sol. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je l'ai transmis à Loretta avec une courte note, pièce à conviction C, sentiment de dû. Le lendemain, Wendell avait un entretien d'embauche. Je ne connaissais pas les détails, juste que la cousine de Loretta travaillait aux ressources humaines de l'entreprise. Plus tard dans la soirée, Loretta m'a texté « Tu vas adorer ça ». L'intervieweur lui aurait demandé « N'êtes-vous pas le type qui s'est fait expulser par la PDG de Maven House ?» Wendell s'était figé, n'avait rien dit, puis avait marmonné quelque chose sur un malentendu. Ils ne l'ont pas embauché. Je ne me suis pas réjoui. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, je me suis assise sur mon porche avec une tasse de thé chai,
la tasse chaude contre mes mains. De l'autre côté de la rue, le soleil déclinait, jetant une teinte dorée sur la pelouse. J'ai regardé le chien du voisin poursuivre un écureuil, j'ai écouté le léger bourdonnement d'une tondeuse au loin. Je n'ai pas souri, mais à l'intérieur, je me sentais calme. La paix ne vient pas toujours du silence. Parfois, elle vient du fait de savoir que la vérité est restée plus forte que les mensonges. Il a essayé de me faire passer pour une méchante, j'ai répondu comme une marque avec des preuves. Et maintenant, assise dans le bureau de Bishop 2 jours plus tard, la fin n'était plus qu'à quelques coups de stylo. Bishop était assis en face de moi, les manches retroussées, les lunettes perchées sur le bout de son nez. Sa voix était stable, le genre sur lequel on peut s'appuyer quand la sienne semble tremblante. « Vous avez déjà gagné, Marisa ?» a-t-il dit en faisant glisser les documents vers moi. « Maintenant, scellons l'affaire. » Le papier était chaud à la sortie de l'imprimante, mais il aurait pu être de glace tant ma main est restée ferme. Je ne me suis pas précipité. J'ai lu chaque clause comme si c'était un vœu inversé. Chaque ligne était quelque chose que j'avais survécu. Je me suis arrêté en bas, à côté du X l'espace qui m'avait autrefois attendu dans sa première version et j'ai signé, d'une écriture nette et complète, Marisa El Nuan. Je n'ai pas bronché. Bishop s'est levé, a rassemblé les papiers et les a portés au greffier sans un mot de plus. La porte a cliqué doucement derrière lui. C'était tout. 10 ans de nous condenser en une seule enveloppe. 10 ans à prétendre que j'étais moins pour que Wendell puisse se sentir plus. Tout s'est envolé en moins d'une heure. J'ai laissé une note à la réceptionniste en sortant. Pas pour Wendell. Il n'était pas là. Il ne se présenterait pas pour ça. La note était simple, manuscrite sur le genre de bloc-notes de palais de justice qui sentait encore légèrement le tonneur, aucune colère, aucune peur, aucun retour. Je l'ai pliée et l'ai laissée sur le bureau. J'ai demandé qu'on la place dans le dossier finalisé. Dehors, l'air était vif et chaud, le genre de chaleur sèche qui donne l'impression d'avoir les poumons poussiéreux avant même d'expirer. Je n'ai pas pris le chemin habituel pour rentrer. Je me suis arrêté dans une petite boulangerie qui avait ouvert en bas de la rue. J'ai acheté un croissant et je me suis assise dehors, le savourant avec une lenteur délibérée. Je ne célébrais pas, je prenais acte. Pendant ce temps, quelque part en ville, la boîte aux lettres du duplex loué par Wendell s'ouvrait avec un clic. Il aurait vu l'adresse de l'expéditeur, Bishop Marrow, droit de la famille. Il a probablement pensé que c'était une lettre de suivi, peut-être un document égaré. Il l'a ouverte sans réfléchir. Puis il a lu la première ligne, ceci a pour but de confirmer l'acceptation par le tribunal du jugement de divorce finalisé. Numéro de dossier TX 486122. Je n'ai pas entendu la réaction, bien sûr. Mais Loretta m'a dit plus tard que son ami qui vivait à côté avait entendu des cris, des claquements, quelque chose de verre qui se brise, puis le silence. Je l'ai imaginé arpentant le salon exigu, faisant les 100 pas, exigeant des réponses de Delphine, qui était probablement assise sur le fauteuil inclinable grumeleux, essayant de respirer à travers sa 3e série de médicaments pour les sinus. Elle était tombée malade juste après l'expulsion. Le stress, peut-être, ou juste le poids de la réalité qui s'installe. Elle l'a vraiment fait, a-t-il dû crier. Delphine n'aurait pas répondu tout de suite. Elle détestait être prise au dépourvu, mais finalement elle aurait dit la seule phrase qui m'a dit qu'elle savait, tu n'aurais jamais dû la laisser lire ses papiers. Ce n'était pas du regret. C'était de la peur. Il pensait que je plierais. Au lieu de cela, j'ai déposé une demande. Quelques jours plus tard, Wendell se tenait au milieu de sa location, peignant près des plaintes. La cafetière que Delphine avait insisté pour qu'il garde était maintenant cassée sur le comptoir. L'espace sentait la vieille pizza et le temps emprunté. Ça ne peut pas être ma vie, a-t-il dit à personne en particulier. Mais c'était le cas. La vie qu'il pensait pouvoir contrôler, la femme qu'il pensait pouvoir acculer, la maison qu'il pensait posséder est disparue. Tout. Et moi? Je ne regardais pas cela se produire. Je ne me réjouissais pas de l'autre côté de la rue. Je n'étais même plus à Austin. J'étais à Denver. Une préouverture pour Maven House, ma première salle d'exposition. Ce n'était pas glamour. Il n'y avait ni coupe de ruban ni champagne. Juste moi, Loretta, Jolene et une salle pleine de femmes qui m'avaient encouragé en silence. Des femmes qui avaient envoyé des courriels comme « Vous m'avez donné la permission de recommencer ». Des femmes qui disaient qu'elles se sentaient enfin vues. Il n'y avait pas de discours, pas de lumière vive,
seulement des étagères garnies de produits que j'ai conçus pour des femmes comme moi, des poêles qui ne nécessitaient pas une force d'avant-bras pour être soulevés, des cuillères à mesurer gravées avec des polices de caractère que l'on pouvait voir sans plisser les yeux. J'ai versé un verre d'eau pétillante et je l'ai levé silencieusement. À une vie sans peur d'être effacée, ai-je dit. Loretta a trinqué son verre contre le mien. Tu n'as pas seulement survécu, ma belle. Tu l'as surclassé en bâtissant ton empire. J'ai souri, et cette fois, ce n'était pas le sourire que je portais pour les invités ou lors des barbecues familiaux. C'était le mien. Réel, enraciné. Plus tard cet après-midi-là, quand le dernier invité était parti et que Loretta empilait les verres à l'arrière, je suis sorti. Le bâtiment était petit, niché dans une rue calme du quartier des Arts. Mais la façade était entièrement en verre, claire et sans complexe. Et en haut de la porte, en lettres dorées mat, on pouvait lire « Marisa El Nuan, fondatrice et PDG ». Je me suis approché, j'ai posé doucement ma paume sur le verre juste sous mon nom, et j'ai fermé les yeux. Ce n'était pas une renaissance. C'était un retour. Il m'a remis des papiers de divorce, pensant que j'allais supplier. Il a oublié qui il avait épousé. Il a essayé de me briser en silence, mais j'ai mis fin à notre histoire de manière permanente. Cela fait un peu plus d'un mois que j'ai signé la dernière page, que je suis sorti du palais de justice en laissant derrière moi non seulement un chapitre, mais toute une histoire qui n'était plus à moi de porter. Pas de presse, pas de témoins, personne pour assister à la fin sauf moi. Et c'était suffisant. Depuis, j'ai emballé ce qui était à moi. Pas seulement des biens et des parties de moi-même. Les petites pièces éparpillées que j'avais réduites au silence ou mises de côté pour que quelqu'un d'autre puisse briller plus fort dans la pièce. J'ai mis en boîte les compromis, scotché les parties où je m'étais trop souvent plié, et je suis entré dans une vie où chaque coin reflète mon souffle, mon rythme, mon nom. La liberté est une sorte de révolution silencieuse. Certains matins, cela me surprend encore, de me réveiller avec la douce lumière du soleil filtrant à travers mes voilages. Le silence qui n'est pas tendu ou incertain, mais réconfortant, réel, comme prendre une inspiration après l'avoir tenu trop longtemps sous l'eau. Ce matin-là a commencé comme la plupart des matins maintenant. Le café infusait dans la cuisine. Mon appartement était calme. L'air portait l'odeur de cardamome grillé de la boulangerie d'en bas. J'étais assise à mon bureau, parcourant des ébauches de campagne et esquissant de nouvelles idées quand mon téléphone a vibré. Un texto de Wendell. Le nom a illuminé l'écran comme un fantôme qui n'avait pas encore réalisé qu'il était mort. Je n'avais pas eu de ces nouvelles depuis que nous avions signé les derniers papiers. Pas d'appel de clôture, pas d'excuses maladroites, juste l'absence. Le message était long, trop long pour quelqu'un qui avait autrefois prétendu que je le faisais se sentir étouffé par toutes les discussions. Tu étais plus forte que je ne le pensais. Tu as gagné. Heureuse? Je l'ai fixé un instant. Mon pouce a plané sur la bulle de réponse, mais il n'y avait pas de nœud dans ma poitrine. Pas de colère bouillonnante à la surface. Pas de chagrin d'amour attendant de se frayer un chemin. Juste de la clarté. J'ai tapé, tu ne m'as jamais vraiment connu. C'est pour ça que tu m'as perdu. Et puis j'ai supprimé la conversation. Pas par dépit, pas pour être dramatique, mais parce que je n'en avais plus besoin. Elle ne servait à rien dans cette vie que j'avais construite de l'autre côté de lui. Plus tard cet après-midi-là, j'ai ouvert la petite boîte à bijoux en velours rangée au fond de mon placard. À l'intérieur, sous une paire de boucles d'oreilles rarement portées, se trouvait un morceau de papier à lettres jaunies et pliées. Les bords étaient doux avec le temps, mais l'écriture n'avait pas pâli. La lettre de ma mère. Elle l'avait écrite l'été avant que je parte à l'université. Je l'avais lue une fois, l'avais rangée, et l'avais oubliée à travers des années de vacances, de disputes et de compromis désordonnés se faisant passer pour de l'amour. Je l'ai relue maintenant, ligne par ligne, comme pour la première fois. Ne te rapetisse jamais pour correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de l'amour. Tu n'es pas trop. Tu es exactement assez. Je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai pleuré. Non pas parce que j'étais brisé, mais parce que je ne l'étais plus. Parce que quelque part sous tous les rôles que j'avais essayé de jouer, la femme à qui ma mère avait écrit était toujours là. Ce week-end-là, je suis allé à la boutique d'encadrement du coin. J'ai choisi un cadre en bois sombre avec une finition mate simple, solide, honnête. Je l'ai accroché juste à l'intérieur de ma porte d'entrée. Maintenant, chaque fois que je sors ou que je rentre, je vois ces mots en premier. Une boussole, un rappel. Quelques jours plus tard,
j'ai réservé un billet d'avion aller simple pour Garland. Je n'ai pas fait de valise, juste un sac à bandoulière et assez de résolution silencieuse pour me porter. La route depuis Dallas était lente, régulière. Je suis passé par des endroits qui n'avaient pas changé, des stations-service aux enseignes écaillées, le vieux Dairy Queen avec son cul clignotant, l'église où j'avais un jour prononcé un discours sur le pardon que je n'avais pas encore appris à croire. Et puis finalement, j'ai atteint la rue où mon enfance avait vécu. La maison était toujours là. Même brique, même boîte aux lettres tordues. L'arbre dans le jardin de devant était plus grand maintenant, projetant de longues ombres sur la pelouse. Il semblait avoir tout vu et y avoir survécu. Je ne me suis pas approché de la porte. Je n'en avais pas besoin. Je me suis tenu au bord du trottoir, les mains dans les poches, et j'ai murmuré, je ne suis pas parti brisé. Je suis parti inachevé. Et c'était toute la conclusion dont j'avais besoin. De retour à Denver, la vie a continué. La salle d'exposition qui abritait autrefois des prototypes bruts scintillait maintenant de produits finis beaux, fonctionnels, à moi. L'équipe que j'ai bâtie était florissante. Nous ne fonctionnions pas sur la peur ou la hiérarchie. Nous fonctionnions sur le respect. Je n'étais plus celle qui essayait de faire ses preuves à chaque réunion. J'étais simplement celle qui l'avait bâtie de A à Z sans excuse. Les soirées étaient plus calmes maintenant. Pas de débat sur ce qu'il fallait manger. Pas de tension pour la télécommande. Juste le doux bourdonnement de la musique qui jouait pendant que je cuisinais un repas pour une personne, que je dansais pieds nus dans la cuisine et que j'arrosais mes plantes. Mais même la paix porte des échos. Certaines nuits, je me retournais dans le lit et je sentais le fantôme de son absence. Non pas parce qu'il me manquait, mais parce que les habitudes persistent plus longtemps que l'amour. C'est à ce moment-là que je tendais la main vers le cadre près de la porte. Je passais mes doigts le long de son bord. Je murmurais. Guérir ne signifie pas oublier. Parce que ce n'est pas le cas. Cela signifie bien vivre malgré le souvenir. Un après-midi, je passais devant ma vitrine quand j'ai surpris deux femmes qui parlaient dehors. Elles ne m'ont pas vu. C'est elle, a dit l'une en hochant la tête. C'est elle qui l'a quitté, le type qui a essayé de tout prendre. L'autre femme m'a regardé alors que je passais. Elle a souri. Vous ne l'avez pas seulement quitté, a-t-elle dit. Vous vous êtes réapproprié. J'ai souri en retour. Elle avait raison. Ce n'était pas une histoire de divorce ou même de vengeance. C'était une histoire de retour à moi-même. À la femme qui dansait trop fort dans la cuisine, qui posait trop de questions, qui aimait trop profondément et refusait d'être pliée en une forme plus petite. Il ne s'agissait pas de perte. Il s'agissait de libération. Il a essayé de me briser en silence. Mais j'ai reconstruit plus bruyamment. Et je me porte non pas comme une survivante, mais comme une femme qui a traversé le feu et en est ressortie en se tenant sa propre main. Non pas parce qu'elle le devait, mais parce que finalement, elle le pouvait. Parfois, la force la plus bruyante est celle qui n'élève jamais la voix. Marisa n'a pas crié, n'a pas argumenté, n'a pas riposté comme les autres s'y attendaient. Au lieu de cela, elle a planifié, enduré, et quand le moment fut venu, elle est partie la tête haute. Cette histoire ne parle pas seulement de vengeance. Elle parle de se réapproprier son identité quand le monde a essayé d'écrire votre histoire pour vous. Avez-vous déjà été sous-estimé comme Marisa? Avez-vous déjà dû reconstruire à partir du silence? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires réelles et puissantes comme celle-ci.